En 1959, César Costa fait figure d'exception au sein du mouvement rock'n'roll mexicain. On l'appelait le Boy Next Door parce qu'il était gentil, poli et célèbre pour sa collection unique de pulls. On lui donnait des noms affectueux comme Sweater Boy et New Wave Gentleman en raison de son charisme et de son apparence discrète. César Costa a maintenu une réputation sans scandale, contrairement à beaucoup de ses contemporains. Cependant, derrière sa réputation légendaire se cache une histoire touchante que peu de gens connaissent. Dans cette vidéo, nous allons retracer la vie de César Costa, aujourd'hui octogénaire, et découvrir des aspects moins connus de sa carrière. Mais où cela a-t-il commencé? En 1941, César Costa commence son parcours dans le quartier animé de La Condesa, à Mexico. Il grandit au sein d'une famille diversifiée, avec des racines mexicaines du côté de son père et des ascendances de Belges et Allemandes du côté de sa mère. Son éducation précoce s'est déroulée dans une école allemande. Il a ensuite terminé ses études secondaires au Centro Universitario México et a étudié le droit à l'Universidad Nacional Autónoma de México. Il appartient lui-même à l'éminente famille Roel, connue pour son expertise en matière de droit du travail. Contrairement à certaines idées reçues, César Costa n'a rien à voir avec l'actrice et chanteuse Adriana Roel, dont le véritable nom de famille était Osorio. César Costa s'est lancé dans l'art et s'est fait connaître en tant que chanteur, acteur et producteur, malgré ses liens étroits avec la profession d'avocat. En 1958, il rejoint les Black Shirts pour commencer sa carrière musicale. À cette époque, Costa commence à explorer le genre en pleine évolution du rock'n'roll. Le film Rebel Without a Cause de James Dean a eu une grande influence sur la formation de la nouvelle vague du rock, inspirant les jeunes à développer leur propre style et leur propre mentalité. César Costa avait déjà de solides bases musicales lorsque le rock'n'roll est entré dans sa vie. Il a commencé à jouer du piano à l'âge de 13 ans, puis à jouer du violon pendant un certain temps. Finalement, il a décidé de jouer de la guitare, un instrument qui est devenu sa véritable passion. Sa mère, Joséphine, était une pianiste de concert qui lui a appris à jouer du piano et du violon. César étudie le piano de 10 à 12 ans, car il est attiré par cet instrument dès son plus jeune âge. Il avait passé 4 ans à apprendre le violon à l'âge de 15 ou 16 ans. Cependant, après avoir passé un moment mémorable avec son violon lors d'une soirée mondaine et s'être senti gêné, il a décidé de passer à la guitare. Ce changement a marqué le début de son attachement profond au rock'n'roll. Au début de sa carrière, de nombreux membres de l'ancienne génération, habitués à la musique classique des orchestres et à l'âge d'or du cinéma mexicain, considéraient le rock comme une mode passagère. Néanmoins, César Costa a gardé une attitude positive à l'égard de l'avenir du genre. Lors d'une récente interview, il a expliqué comment le rock a défié les attentes initiales et s'est établi sur des bases solides et durables. Après plusieurs années, César Costa évoque ses moments de formation avec un sentiment de mélancolie. Il se souvient des réunions matinales, animées, où les groupes jouaient et où il rencontrait d'autres artistes de premier plan, comme Enrique Guzmán, connu pour son travail avec les jeunes. Avec le recul, il se rend compte du chemin parcouru par le rock et de l'importance qu'il a eue dans sa vie et sa carrière. Los Black Jeans, groupe pionnier fondé par Diego de Cosio en 1926, ont été le point de départ du rock'n'roll au Mexique. En 1850-88, César Roel, qui deviendra plus tard César Costa, commence sa carrière musicale en tant que chanteur du groupe. Les Black Jeans, dont font également partie Juan Manuel de Cosio, Diego de Cosio et Carlos Loftus, se font connaître en interprétant des chansons populaires anglaises en espagnol. En 1850, le groupe enregistre ses chansons phares, La Batalla de Jericho et La Cucaracha pour la maison de disques Peerless. Ces enregistrements marquent le début du rock'n'roll au Mexique et jettent les bases des artistes rock ultérieurs. À l'époque, les figures de proue de la scène rock étaient César Costa et Enrique Guzmán. Manolo Muñoz et Jeanne Borreo ont également joué un rôle important à cette époque. Bien qu'Alberto Vasquez et Angélica Maria n'aient pas commencé leur carrière par le rock'n'roll, ils ont laissé leur empreinte dans le cinéma et Angélica Maria a commencé sa carrière par le rock'n'roll avant de s'orienter vers d'autres genres. Leurs contributions à la scène musicale ont été notables. Le groupe dirigé par César Costa rejoint Musar Records et adopte le nom de Los Camisas Negras. Il s'agit d'une décision stratégique visant à montrer leur nouvelle orientation et à reconnaître l'influence de Don Costa, le leader du groupe. En 1960, le groupe, qui a été remanié et qui compte Javier de la Cueva au piano, sort son premier et unique LP. Le disque comprend une combinaison de chansons rock'n'roll telles que El Tigre Ono, Fibre, Mona Lisa et La Bamba de Richie Valens, ainsi qu'une adaptation d'une chanson mexicaine typique de l'état de Veracruz, Vibration, Blue Suede Shoes, Sin Olvidar, When the Saints Go Marching In, Teddy Bear, You Belong to Me d'Elvis Presley.
En 1961, César Costa décide de changer son nom de famille de Roel à Costa après avoir quitté Los Black Jeans. Dès lors, César Roel se fait appeler César Costa au travail. Le désir de s'éloigner de la prestigieuse réputation de sa famille l'a conduit à décider d'adopter un nouveau nom. César Costa voulait éviter toute association négative avec le nom distingué de son père, César Roel, qui était un avocat très respecté. Le choix du nom de César Costa a été mûrement réfléchi. Il ne voulait pas être associé à l'image rebelle du rock'n'roll, qui n'avait pas la cote à l'époque. Il décide d'utiliser un nom différent pour protéger la réputation de son père et se forger une identité propre. Deux amis proches de César Costa, Martin de la Concha et Manuel Echeverría, ont eu une influence sur son nouveau nom de scène. Le nom Costa, suggéré par eux, s'inspire du célèbre arrangeur Don Costa, qui a travaillé avec Paul Anka, figure majeure de l'industrie musicale. César Costa était conscient des possibilités limitées offertes aux auteurs-compositeurs-interprètes au Mexique lorsqu'il a commencé sa carrière solo. Quelques personnalités de l'époque dominaient la scène musicale, dont Paul Anka, qui a eu un impact majeur sur le genre. Malgré ses difficultés, César Costa a réussi à s'imposer comme l'un des principaux acteurs du mouvement rock'n'roll. Après la disparition des Black Shirts, César Costa entame une carrière indépendante. Il se fait un nom en traduisant des chansons anglaises en espagnol et en reprenant souvent les chansons de Paul Anka. Costa fait concurrence à Enrique Guzmán sur la scène musicale, se distinguant par son approche distinctive, imitant le style de crooner de Frank Sinatra. L'une des principales marques de fabrique de Costa est sa collection de pulls à motifs grecs, dont beaucoup lui ont été offerts par ses fans. Le premier pull qu'il a porté devant la caméra était un cadeau spécial de son ami Martin de la Concha, qu'il possède toujours. Au fil des ans, Costa a accumulé une collection de quelques 2500 pullovers, qu'il a fini par donner et vendre aux enchères pour des œuvres caritatives. Costa rejoint Orpheon Records à la fin des années 60 et commence à travailler sérieusement sur sa carrière solo. Ses enregistrements suivants, tels que Canta, Sinceramente, Para Enamorados et La Historia de Tommy, comprennent des succès tels que Mi Pueblo, Historia de mi amor, Baila Muchachita, Eva y Adán, Besos por teléfono, Loco Amor et des adaptations espagnoles de chansons populaires de Paul Anka. Ces chansons ont contribué à sa réputation en tant que figure de proue de la scène rock, remportant un grand succès en Amérique latine et en Espagne. Lorsqu'il repense à ses débuts, Costa se souvient que la transition vers le travail avec un grand orchestre de studio a été une expérience choquante. Soudain, il y avait 18 musiciens dans le studio alors que j'avais l'habitude de n'être entouré que de quelques personnes. Il se souvient que cela a été un grand choc pour lui, mais que je m'en suis remis. Interrogé sur son style, il a répondu que son succès était dû à un effort sincère pour se rapprocher de son public et s'adapter aux exigences de l'industrie de l'époque. Costa note que son travail a eu un impact national énorme malgré l'absence de nouveaux développements sur la scène musicale. Tout au long des années 60, Costa a maintenu sa position de favori du rock, collaborant avec des artistes tels qu'Angélica Maria, Enrique Guzmán et Alberto Vasquez. L'accent mis sur les tournées de rock'n'roll continue d'avoir un impact sur le public et consolide sa position sur le marché de la musique. Lors d'une interview de Carlos Alasraqui sur Channel 40 en 2006, César Costa a raconté une anecdote intrigante sur l'âge d'or de sa carrière musicale. Au Mexique, un avocat s'est présenté au nom d'Anka pour porter plainte contre Costa pendant les années où ses adaptations espagnoles des chansons de Paul Anka étaient en tête des hit-parades en Amérique latine et en Espagne. L'accusation reposait sur le fait que Costa avait non seulement traduit, mais aussi complètement réécrit les chansons originales d'Anka en espagnol. Cependant, en réalisant le succès de ses adaptations, Paul Anka a réfléchi à sa position. Plutôt que d'intenter une action en justice, Anka a rencontré Costa, avec qui il a noué une amitié durable. Anka s'est même affectueusement appelé le César Costa canadien, reconnaissant ainsi l'impact de Costa dans la diffusion de sa musique dans le monde hispanophone. L'influence musicale de César Costa a fait de lui le roi et le gentleman de la nouvelle vague. L'évolution de Costa en tant qu'artiste est visible dans ses enregistrements avec RCA Mexicana, où il adopte un ton plus romantique. De 1964 à 1967, il signe un contrat avec RCA Victor. Il rejoint ensuite Capitol Odeon. Costa s'adapte à l'ère psychédélique de la fin des années 1960 en reprenant en espagnol des chansons populaires d'artistes tels que les Monkees, notamment l'adaptation de She et de You Can't Stop Seeing You de Frankie Valli. Il a également séduit le public hispanophone avec des chansons italiennes telles que Corazon Loco. Costa a été un pionnier de l'enregistrement en espagnol avec des chansons telles que Si Más Te Veo, The More I See You, Jornada Sentimental, Sentimental Journey et Como Eye, Yesterday des Beatles. Costa a continué à dominer le marché de la musique dans les années 1970 avec des succès comme Negra Paloma, qui a été un grand vendeur au début de la décennie.
ainsi que des chansons comme Mi Amigo El Viejo Mar, Shivering et A Glass of Wine. Sa participation au festival OTI en 1983 avec la chanson Tierno marque son retour dans l'industrie du disque après une brève pause, ce qui se traduit par de fortes ventes de son album Sorprendentement Tierno. En 1993, César Costa a donné un concert mémorable à l'Auditorio Nacional avec d'éminents artistes de rock mexicains comme Angélica María, Enrique Guzmán, Manolo Muñoz et Alberto Vázquez, ce qui a renforcé sa position en tant que figure respectée de la scène musicale latine. César Costa a évoqué, à titre personnel, l'impact profond de ses expériences avec les personnes intéressantes qu'il a interviewées. L'étude de leur CV et la compréhension de leur travail lui ont permis d'acquérir des connaissances utiles. Monsieur Costa a déclaré que le fait d'interviewer 5 ou 6 personnes exceptionnelles et d'en apprendre davantage sur leur carrière a été une expérience merveilleuse. Voir ce qu'ils ont accompli au fil des ans a été une occasion d'apprentissage importante. Costa est fier de l'image impeccable qu'il a véhiculée auprès du public. Il apprécie les commentaires positifs qu'il reçoit et est heureux de savoir que son travail a laissé une bonne impression aux gens. Je suis heureux que les gens se souviennent de mon travail avec affection. Il a ajouté qu'il est gratifiant de savoir que j'ai fait de mon mieux dans les projets auxquels il a participé. L'affection et la gratitude de ses fans sont très importantes pour lui. L'hospitalité du public me touche toujours, où que j'aille. Monsieur Costa a déclaré que le soutien qu'il reçoit est précieux et qu'il l'apprécie beaucoup. César Costa pense que son rôle d'ambassadeur de l'UNICEF a été son plus grand défi et sa plus grande réussite malgré sa carrière longue et diversifiée. Il reconnaît que le plus grand défi de ma vie s'est déroulé en dehors de la scène dans le cadre de mon travail avec l'UNICEF. César Costa a passé 25 ans au conseil d'administration de l'UNICEF, dont 15 en tant qu'ambassadeur. L'impact de son engagement a été considérable, notamment parce qu'il a été témoin des différences remarquables dans les conditions de vie au Mexique. Il a déclaré que le fait d'avoir été membre du Conseil pendant 24 ans m'a beaucoup affecté. Les grandes disparités et les obstacles auxquels nous sommes toujours confrontés sont évidents. Les expériences que j'ai vécues avec les enfants et les adolescents mexicains me touchent encore profondément. César Costa a trouvé un but profond à sa vie grâce à son travail à l'UNICEF. Utilisant sa plateforme pour défendre les enfants, il a participé à diverses initiatives et pris la parole. Pendant la quarantaine, il a joué un rôle important dans des campagnes de collecte de fonds telles que Together We Shall Overcome, Ensemble nous vaincrons, qui visait à remédier à l'impact du Covid-19, et The Challenge for Children, le défi pour les enfants. Monsieur Costa a souligné que les premiers mois de la vie d'un enfant sont cruciaux et que la collaboration avec l'UNICEF est essentielle pour leur assurer le meilleur départ possible. Les miracles qui se produisent lorsque nous aidons un enfant et que nous lui fournissons une éducation de haute qualité sont vraiment transformateurs. Au Mexique, César Costa n'a pas seulement connu le succès dans l'âge d'or du rock'n'roll, il a également développé ses compétences dans le domaine du cinéma et de la télévision. Il a travaillé sur plus de 10 films, dont beaucoup s'inspiraient de chansons populaires de l'époque. En 1971, il joue son premier personnage au cinéma dans Juventud Rebelde, aux côtés de stars du rock tels que Angélica María, Enrique Guzmán et Alberto Vázquez. Costa s'est adapté avec succès à l'évolution de la popularité du rock, passant de la musique à la télévision et restant pertinent pendant des décennies. En 1936, il devient la vedette de la sitcom Papa Soltero, qui connaît un énorme succès dans toute l'Amérique latine et qui le fait entrer dans l'histoire de la télévision. Le succès de la série a donné lieu à une adaptation cinématographique intitulée Me Tengo que Casar. Costa a non seulement joué, mais aussi réalisé la sitcom La Carabina de Ambrosio dans les années 1980 et a ensuite co-animé Un Nuevo Día aux côtés du mannequin Rebeca de Alba. L'émission de week-end Al fin de semana a accru sa polyvalence jusqu'aux années 1990. En 1953, Costa partage un concert à l'Auditorium Nacional avec Angélica María, Enrique Guzmán, Manolo Muñoz et Alberto Vázquez, ce qui lui vaut un énorme succès. Sa présence sur scène continue de briller. Il est le présentateur du programme radiophonique De Costa à Costa sur le réseau Azir. En 2005, il anime l'émission Ensalada César sur la 11e chaîne, ce qui prouve une fois de plus qu'il a su s'imposer auprès de plusieurs générations. À 80 ans, César Costa garde le secret de son éternelle jeunesse. César Costa a toujours été un exemple unique dans le monde du rock'n'roll. Il était la quintessence du boy next door, gentil et poli, connu pour ses pullovers et son charisme indéniable. L'image soignée de Costa en a fait un favori de la télévision.
où il a été chaleureusement accueilli par le public, contrairement à d'autres stars du rock de son époque. Toutes les mères des années 60 voulaient que leur fille sorte avec quelqu'un comme César. Il était perçu comme un jeune homme responsable et studieux, même s'il n'avait pas le sex-appeal brut d'Enrique Guzman. Ses études de droit à l'Université nationale autonome de Mexico ont été compensées par ses apparitions dans la musique et le cinéma. Il s'est tenu à l'écart des ennuis et a été admiré pour sa présence et sa personnalité empathique. Il est possible que l'une des raisons pour lesquelles César, malgré ses 80 ans, transmet encore un sentiment de jeunesse soit cette image immuable. Ses tubes intemporels, tels que Diana, My People et Earth, ont récemment fait de lui une tendance en ligne, beaucoup se demandant pourquoi il est encore si jeune. Dans une interview réalisée en 2006, César a expliqué comment ses valeurs l'ont aidé à éviter les pièges de la célébrité, tels que la consommation de drogue et d'alcool. « Je n'ai jamais participé à quoi que ce soit de ce genre », a-t-il déclaré. « Même si j'ai vu des gens se droguer, je ne les ai pas suivis. » Le criminologue Alfonso Quiroz Cuarón, grand-oncle d'Alfonso Cuarón, a été mon mentor. C'était un homme merveilleux. Il m'a demandé de faire des recherches sur la toxicomanie en analysant des substances telles que la marijuana, la cocaïne et l'héroïne, au lieu de passer un examen traditionnel à la faculté de droit. Après ce que j'ai appris au cours de ce projet, je savais que lorsque quelqu'un m'offrait un joint ou me disait que je ne faisais pas de mal, je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Je refusais poliment. Depuis, j'ai une bonne hygiène, je bois modérément, je ne fume pas, et je crois qu'une vie sans excès n'est pas forcément ennuyeuse. Depuis 1969, César est marié à Gilda Roel, une photographe de renom. Gilda étant une amie des sœurs de César, ils se connaissent depuis toujours. Cependant, César ne s'est rendu compte de son désir que lorsque Gilda est partie en voyage. À son retour, il l'a rencontrée à l'aéroport et lui a dit qu'il voulait être son petit ami. Le couple a 2 grandes filles, Daniela et Fernanda, et a réussi à trouver un équilibre idéal entre sa vie publique et sa vie privée. César et Gilda mènent chacun leur carrière et n'apparaissent ensemble qu'en cas de nécessité, préférant une vie de famille tranquille, loin des projecteurs. C'est ce que César a toujours préféré. Les principes qui l'ont distingué d'autres stars, comme Enrique Guzman, au sujet duquel César ne s'est jamais exprimé publiquement, que ce soit positivement ou négativement, l'ont aidé à maintenir le chant qui a fait de lui la star avec le plus grand fan club d'Amérique latine, grâce à sa nature humble et à ses principes. Aujourd'hui encore, les fans qui l'ont suivi tout au long de sa carrière l'aiment. Le décès de Gina Montes, survenu le 28 janvier 2024, est l'un des événements les plus récents qui ont profondément affecté César Costa. Gina était non seulement une collègue très appréciée, mais aussi une amie très chère pour quelqu'un qui luttait contre une maladie incurable. La personnalité vibrante de Gina et ses routines de danse sont devenues emblématiques, alors qu'elle et César ont travaillé ensemble pendant plus de 10 ans en tant que chaperon d'Ambrosio. En guise d'hommage, César a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo émouvante comprenant des images d'eux ensemble et un message bref mais poignant. « Ta joie, tes danses et ta bonne humeur nous manqueront, Gina. Repose en paix. » Malgré la rareté des apparitions publiques de César ces derniers temps, il a fait une exception pour honorer la mémoire de son ami de toujours. En 2023, César a attiré l'attention pour une autre raison. Il a dû démentir publiquement de fausses affirmations sur sa propre mort. Une chaîne YouTube appelée What is Happening Today a publié une vidéo trompeuse intitulée César Costa Diez at 81, affirmant que l'acteur de Bachelor Dad était décédé des suites d'une maladie du foie. La vidéo, dont les commentaires ont été désactivés, comportait même de fausses images d'un enterrement, avec une voix off disant « Triste tragédie à l'enterrement de l'auteur-compositeur-interprète César Costa. On dit adieu avec tristesse, je crois. » César, indigné par la désinformation, a abordé le problème directement sur les médias sociaux. Il a déclaré à ses followers « Mes amis, je tiens à vous informer que la nouvelle de ma prétendue mort est fausse. J'espère vous rencontrer le 8 juillet à l'Agora de Tlatelolco, à Mexico, car je suis vivant et en bonne santé. Je vous donnerai bientôt plus de détails. » Il a exhorté ses partisans à dénoncer la chaîne pour avoir diffusé de fausses informations, se disant déçu que ces plateformes tirent de profit de la fabrication d'informations sur la mort de célébrités. Il a même partagé le lien vers la vidéo pour que ses partisans s'impliquent. Au fil du temps, César a réfléchi davantage sur la célébrité. Il a admis qu'à un moment donné, il ne se sentait pas satisfait, bien qu'il ait obtenu tous les succès exigés par la société. Argent, popularité, famille et carrière florissante. La psychanalyse a été le moyen pour lui de s'épanouir. Il avait vécu comme César Costa, le célèbre, plutôt que comme César Antero Roelcher, l'homme. Pour un artiste, un sportif ou toute personne sous les feux de la rampe, il est difficile de distinguer la réalité de la fiction. Selon lui, il est difficile de déterminer quand on passe de la réalité à la fiction.
Si la célébrité et la popularité sont les bienvenues, elles peuvent conduire à de profondes dépressions, voire pire si l'on oublie ce qui est vraiment important. Fort de cette nouvelle clarté, César a exprimé son désir de revenir à la télévision, mais en se concentrant davantage. J'aimerais revenir avec un projet qui me semble utile, peut-être quelque chose avec ma fille, une émission de conversation honnête et terre à terre. Nous traversons des moments difficiles au Mexique et dans le monde entier, et je pense que nous avons plus que jamais besoin d'une communication directe, personnelle et intime, reposant sur des bases solides. Ce désir ardent de communiquer avec son public de manière sincère et réfléchie reflète l'héritage durable de César Costa, en tant qu'artiste qui est resté fidèle à lui-même malgré les difficultés. L'influence de César Costa s'étend au-delà de la musique et de la télévision, car il continue d'inspirer des générations avec son charme intemporel, son dévouement à son métier et ses valeurs inébranlables. Quel a été le moment le plus mémorable de César Costa au cours de son impressionnante carrière? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, merci d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de visionner la vidéo ci-dessous sur votre écran, vous allez adorer.